Il est 20h30 à Conakry, même heure au Togo. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal. En Allemagne se tient en ce moment la conférence de Munich sur la sécurité. La délégation guinéenne est conduite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République générale, Amara Camara. C'était également l'occasion pour lui d'échanger avec certains chefs d'État. Geste humanitaire avec le don de 2 bus du chef de l'État au centre Sogué et l'école des Sourds-Muets, tous deux spécialisés dans l'éducation et la formation des personnes atteintes de handicap. À la fin de cette édition, nous irons à la rencontre d'un couple exemplaire. Après plus d'un siècle de vie commune, le couple Bangura décide de partager leurs secrets. C'est tout pour les sommaires. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Comme annoncé dans les titres, la conférence de Munich sur la sécurité se tient actuellement en Allemagne. Une forte délégation conduite par le ministre secrétaire général de la présidence de la République de Guinée y prend part. Là-bas, le général Amara Camara a échangé avec le président ghanéen qui par la suite a salué la vision de son homologue, le général Mamadi Doumbouya, pour la Guinée en particulier et pour l'Afrique en général. Oumar Bari, Alia Camara, Fernando. La délégation guinéenne conduite par le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a été chaleureusement accueillie par le président de la République du Ghana, son Excellence John Dramani Mahama, en marge des travaux du sommet sur la sécurité à Munich, en République fédérale d'Allemagne. Le général Amara Camara a commencé par transmettre les salutations fraternelles du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, à son homologue John Dramani Mahama. Il l'a remercié pour l'invitation adressée au chef de l'État à l'occasion de son investiture le 7 janvier dernier. Le ministre secrétaire général de la présidence a présenté le tableau de bord de la situation socio-politique en Guinée et rappeler les liens historiques et d'amitié qui lient les deux pays. Il a décliné la vision du président de la République, le général Mamadi Doumbouya, concernant le développement socio-économique durable et responsable de la Guinée pour les 15 prochaines années et le maintien des rapports de bon voisinage avec tous les pays de la sous-région. Une occasion pour lui d'aborder le programme hautement stratégique Simandou 2040. Le ministre secrétaire général de la présidence, le général Amara Camara, a fait une présentation exhaustive de la Guinée. D'abord, il a parlé du passé, de l'histoire qui lie nos deux pays. Ensuite, il a dépeint la Guinée sous le leadership du général Mamadi Doumbouya. Nous avons été agréablement surpris de voir que le président du Ghana a une connaissance profonde de la vision du chef de l'État. Une connaissance profonde du programme Simandou 2040. Il a souhaité participer activement à ce grand programme et il a dit qu'il est pressé de venir en Guinée pour rencontrer son frère. Le président de la République du Ghana s'est montré particulièrement réceptif des explications du ministre secrétaire général de la présidence. Son Excellence John Dramani Mahama a salué la vision panafricaniste de son homologue, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, forgée dans les traces laissées par les pères fondateurs, les présidents Ahmed Sékou Touré et Kwame Nkrumah. Il a rappelé que son amour pour la Guinée provient de l'hospitalité légendaire accordée au président Kwame Nkrumah, qui, à un moment donné, était, je cite, co-président de la Guinée. Fin de citation. Un fait historique qui explique les bons rapports diplomatiques actuels entre Conakry et Accra. La Guinée a reçu le président ghanéen, l'ancien président ghanéen, le premier président du Ghana, comme co-président de la Guinée. Ça, les Ghanéens ne l'oublieront jamais. Donc c'est en gros le futur. Il dit qu'il viendra très bientôt en Guinée pour rencontrer son frère, le général Doumbouya, et parler de développement, puisqu'il voit que le président est axé sur le développement pour le bien-être de ses populations. Le chef de l'État ghanéen a dit qu'il comprenait très bien les relations entre la Guinée et la CEDEAO, entre la Guinée et le reste du monde, et que eux-mêmes, le Ghana a dû faire 2 révolutions avant d'arriver à l'état actuel.
Et donc, se basant sur cette expérience, ils sont sûrs que le changement intervenu le 5 septembre va faire la même chose que ce qui s'est passé au Ghana, c'est-à-dire mettre la Guinée sur les rails de la démocratie et du développement. Dans les jours à venir, le président John Dramani Mahama prévoit de collaborer avec son homologue, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, pour ouvrir un nouveau chapitre dans le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Accra et Conakry. Cette initiative inclura la création d'une commission mixte de coopération entre les deux pays, comme l'a mentionné déjà le chef de l'État ghanéen. Sommet mondial des gouvernements à Dubaï, le ministre du Plan et de la Coopération internationale était récemment à la tête d'une importante délégation. Ils ont pris part au 13e sommet mondial des gouvernements tenu du 11 au 13 février 2025. La rencontre a permis aux émissaires du chef de l'État de rencontrer plusieurs partenaires au développement. La suite avec Taban Silla. C'est une mission stratégique placée sous le sceau du dialogue et du partenariat. Elle a permis de consolider les relations bilatérales et de mobiliser des financements cruciaux pour soutenir le développement économique, social et infrastructurel de la Guinée. Nous avons participé à un panel de haut niveau qui parlait de la compétence. Ce panel a vraiment été l'occasion pour la Guinée de dire ce qu'on est en train de faire pour le secteur minier, que ce soit la bauxite, mais aussi que ce soit le fer. Et nous avons aussi parlé du programme Simandou 2040. Ça a été vraiment une opportunité pour parler à nos amis émiratis, mais aussi à nos amis qui sont venus un peu partout dans le monde. Ce déplacement aux Émirats a permis au ministre Nabé et sa suite de trouver un accord clé avec le fonds d'Abu Dhabi pour le financement de la construction de l'échangeur de Koza. L'une des réunions les plus fructueuses, c'était la rencontre avec le directeur général du fonds d'Abu Dhabi. C'est un fonds qui participe au développement socio-économique de notre pays. Nous avons l'honneur de finaliser la construction de l'échangeur de Koza, l'avenant qui avait été signé, mais ça n'a pas été approuvé. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'annoncer que le fonds d'Abu Dhabi a donné son autorisation pour la signature de cet avenant, mais aussi le démarrage très rapide de la construction de l'échangeur de Koza. Le ministre du Plan et de la Coopération internationale, au nom du gouvernement guinéen, s'est félicité des avancées significatives réalisées lors de cette mission. Dans l'actualité encore, une délégation guinéenne était récemment en France pour prendre part au renforcement de capacités. Cette initiative conjointe du gouvernement et de l'Union européenne vise à vulgariser la bonne gouvernance démocratique et la dynamique de modernisation de l'administration publique. La numérisation des documents administratifs était aussi au centre des débats, n'est-ce pas, Boubacar Diaby? L'appui au renforcement de la démocratie en Guinée ne faiblit pas. Ces derniers temps, les partenaires comme l'Union européenne portent cette approche auprès des départements sectoriels, notamment le secrétariat général du gouvernement. Ce renforcement de capacité des hauts fonctionnaires de l'État vise à contribuer à une dynamique de modernisation de l'administration guinéenne conformément aux meilleures pratiques internationales. Il était question de gouvernance, de l'organisation du ministère, mais aussi de cette direction de la transformation numérique. Et puis on a eu l'occasion d'aborder quelques grands projets conduits par le ministère et ses agences. Et on a pu échanger sur les défis que le SGG de la Guinée envisageait de relever dans les prochaines années. Ici, plusieurs dispositifs innovants de l'univers professionnel sont passés au peigne fin. La démarche consiste à outiller des cadres supérieurs des compétences nécessaires pour contribuer à l'amélioration de la gestion au niveau étatique. Nous avons également à traiter de la problématique de la numérisation des textes de l'État, puisque nous avons dans nos missions et attributions la responsabilité de gérer, d'organiser les archives de l'État. Et donc, naturellement, nous avons discuté, nous nous sommes interrogés sur la méthode employée ici en France. On a eu l'occasion de rencontrer les responsables de la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'État, qu'on appelle la DIES. Et c'était l'occasion de nous présenter cette entité gouvernementale qui relève de la primature et également du secrétariat général du gouvernement français. Pour renforcer cette direction, lui donner beaucoup plus de marge de manœuvre afin de
contribuer à l'amélioration de la gestion RH au niveau étatique. Cette démarche ambitieuse permet ici de développer un mécanisme de gouvernance participative et inclusive qui colle au programme Simandou 2040. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, vient d'effectuer une visite guidée dans le vaste chantier de construction du tribunal de première instance de Farana. La suite avec Ibrahima Oulé Fofana. Voici l'état du vieux chantier du tribunal de première instance de Farana. Lancé en 2018 pour un délai contractuel de 18 mois, les travaux peinent encore à finir. Jusqu'à présent, le taux d'exécution est à 85%. Une finition qui tarde toujours par manque de financement. C'était prévu pour 18 mois et ça fait 7 ans. Mais bon, je crois que c'est une chance parce que j'ai vu le ministre des Finances sur place, le ministre de la Défense, le Premier ministre, et le ministre de la Justice et le gouverneur de Farana. Ils m'ont promis, je les ai promis aussi, si je suis payé, ils me donnent le délai seulement. Dans 1 ou 2, 3 mois, et je peux leur livrer ça. Il nous a été affirmé par l'entrepreneur qui est sur le chantier que les travaux sont avancés à hauteur de 85%. Et que depuis hier, un paiement de 1,5 milliard lui a été fait pour la continuation des travaux. Et il a tout de suite précisé également que ce montant n'est pas suffisant pour l'achèvement total. Il fallait un rajout de 4 milliards et quelques. Tout ceci a été dit devant M. le Premier ministre, le ministre de la Défense, le ministre de la Sécurité, le ministre du Budget et moi-même. Les dispositions vont être prises et engagées à l'effet de rapidement terminer cet édifice pour qu'il soit inauguré dans les 3-4 mois prochains. Le séjour de travail du ministre de la Justice a été élargi à toute l'administration judiciaire de la région administrative. L'occasion pour Yaya Kairaba Kaba de toucher du doigt les réalités de la maison carcérale de Farana. La population carcérale à la maison centrale de Farana se chiffre à 135 personnes. Et sur les 135 personnes, 110 personnes sont jugées et condamnées, situées sur leur sort. Donc, si on faisait l'exercice de soustraction, il n'y a que 25 personnes dont les dossiers sont en cours de procédure au niveau des magistrats. Ceci déjà me reconforte parce que je vois que le rythme du travail à la maison centrale est bien appréciable. Ici, le ministre de la Justice est satisfait de l'administration judiciaire. À la maison centrale, par exemple, il a apprécié les conditions de détention. Pour ce qui est du palais de justice en chantier, l'espoir est permis. Nous ne changeons pas de sujet à Farana. Le ministre de la Défense nationale visite des infrastructures militaires réalisées en faveur des forces de défense et de sécurité. Des actions qui s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail des hommes en uniforme, telles que souhaitées par le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. Caporal Mabinti Keïta, correspondante de la presse militaire. Le bataillon autonome de Farana est désormais clôturé grâce aux nombreux chantiers ouverts après la première immersion gouvernementale de 2022. C'est dans cet espace sécurisé que le ministre de la Défense nationale a visité les autres chantiers en cours de réalisation. La mise à disposition de ces réalisations est très attendue par le commandement. Il y a minimum 5 bâtiments terminés et 5 d'autres sont en cours maintenant de finalisation. Nous sommes minimum à 95% au niveau de l'évolution des chantiers. Le bataillon est en plein progrès actuellement, notamment la construction du bloc administratif du bataillon, les logements des officiers. Il y a 15 appartements qui sont prévus là-bas, et aussi la construction d'un mess et d'un foyer, la salle de musculation qui sont prévus, d'autres services tels que l'infirmerie qui est actuellement en cours de construction. Nous nous réjouissons des différentes réalisations qui sont là, notamment un dortoir qui pouvant abriter jusqu'à 250 personnes.
Nous avons quelques latrines publiques qui sont réalisées dans le même projet. À la base aérienne de Farana, c'est une véritable révolution infrastructurelle qui se produit. Des bâtiments modernes pour l'administration et les logements du commandement et de la troupe. Et c'est une première depuis notre indépendance. L'armée d'hier et l'armée d'aujourd'hui, je dirais, Dieu merci, on remercie le général Mamadi Doumbouya, président de la République, chef suprême des armées, de la réforme qu'il a engagée au sein de l'armée guinéenne. Pour preuve, avant ces infrastructures réalisées par le CNRD, nous étions basés dans le local de l'ANA, comme ici, là où nous sommes. Mais maintenant, depuis le CNRD est venu, nous avons nos propres infrastructures à nous-mêmes, les logements et les bureaux. Sur ces chantiers, le ministre de la Défense nationale a insisté sur la qualité et le respect des délais contractuels. Pour les édifices achevés, des instructions fermes sont données pour leur entretien. Il s'est également rendu à la station de carburant de l'armée pour constater l'état d'avancement du chantier. À la place d'armes du bataillon autonome de Farana et devant le commandement des forces de défense et de sécurité, l'ambassadeur Aboubakar Sidiki Kamara a prodigué d'utiles conseils aux hommes en uniforme. Des messages axés essentiellement sur la discipline militaire, le patriotisme, la vigilance et la bonne cohabitation avec la population civile. Pose de la première pierre ce vendredi du commissariat central de Dinguiraye. Il s'agit d'un bâtiment R+1 avec toutes les commodités possibles. Sa réalisation sera plus qu'un ouf de soulagement pour le personnel de police de la localité. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre Amadou Oriba Alpha Gaba. Dans moins de 7 mois, Dinguiraye aura son commissariat central de police. La pose de la première pierre vient de s'effectuer. Il s'agit d'un bâtiment de R+1 en plein centre-ville de la cité sainte de El Hadj Oumar Tall. C'est un financement du gouvernement guinéen concrétisé à l'occasion de l'immersion gouvernementale dans la ville. Je voudrais rendre un vibrant hommage au général Bachir Diallo, qui, depuis sa nomination à la tête du ministère, œuvre inlassablement et sans hésitation à matérialiser la vision du chef de l'État dans le cadre du bien-être des fonctionnaires de police, du point de vue des conditions de travail, mais également des conditions de vie. Pour accomplir sa mission, la police guinéenne a besoin de formation et d'équipement. La préoccupation est bien connue par Bachir Diallo. La réalisation de ce commissariat central de Dinguiraye s'inscrit dans cette vision politique. Le futur commissariat central qui sortira de terre sous peu sera un lieu de dialogue où sensibilisation et prévention viendront compléter l'action répressive, car la sécurité est l'affaire de tous. Il faut recruter et former pour renforcer les effectifs dans les commissariats centraux et ses directions régionales en voie de construction. Il faut ensuite investir dans les technologies et les équipements modernes, notamment les caméras, les radars, les drones, la biométrie et l'intelligence artificielle. On sensibilise nos jeunes sur le fait que lorsqu'il n'y a pas une police quelque part, c'est la loi du plus fort qui l'emporte. Et la loi du plus fort, c'est toujours contre les plus faibles, contre les démunis. D'où la nécessité absolue de faire en sorte qu'avec la pose de la première pierre pour la reconstruction du commissariat central de Dinguiraye, que le message, comme l'a commencé tout à l'heure à le dire le général Bachir Diallo, la police va de pair avec la paix, avec la cohésion, avec le vivre ensemble et avec une efficacité dans la lutte contre l'insécurité. La construction du commissariat central de police de Dinguiraye devrait permettre au personnel de mener à bien sa mission régalienne, celle de la sécurisation des personnes et de leurs biens dans la cité sainte de El Hadj Oumar Tall. À Farana, l'immersion gouvernementale a été bouclée par l'inauguration de plusieurs infrastructures universitaires et l'animation d'une masterclass autour de Simandou Academy. L'occasion pour le ministre Alpha Bakar Barry d'expliquer aux étudiants la vision stratégique du général Mamadi Doumbouya à travers le programme Simandou 2040. Tout savoir dans ce compte-rendu de Mounir Barry.
Devant un parterre des étudiants et encadreurs, le chef du département de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'innovation décline la vision stratégique du chef de l'État autour du programme Simandou. Les axes prioritaires du gouvernement, les démarches de développement et toutes les opportunités sont expliquées aux étudiants de ce temple du savoir qui a pour centre d'intérêt l'économie rurale. Dans le cadre de cette immersion, notre rôle aussi, c'est d'expliquer aux populations, aux usagers de nos différents départements ministériels, la vision du chef de l'État, la décliner et de leur montrer et démontrer aussi la pertinence de cette vision-là dans le cadre du développement de la Guinée. Ils ont compris le rôle central qu'ils vont jouer dans les prochaines années dans le développement de ce pays. Pour un institut comme celui de Farana, qui est spécialisé dans l'agriculture et les sciences vétérinaires et l'élevage, c'est fondamental. Ce conclave avec le monde universitaire et scientifique vise à préparer les acteurs sur certains axes prioritaires en cours d'exécution dans le pays, notamment les infrastructures, le transport ou encore la réalisation d'un projet d'envergure comme le chemin de fer à quelques encablures de la région de Farana par exemple. Les étudiants ont bien compris de quoi il s'agit sur Simandou. Le département de génie rural, ils ont besoin de feuilles de dessin, ils ont besoin également de machines. Et si vous prenez également les autres départements, dans l'ensemble, nous avons besoin de ces équipements-là pour lier cette théorie à la pratique. Le ministre a conféré avec les étudiants et encadreurs de l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire durant plusieurs heures avant de procéder à l'inauguration des infrastructures réalisées comme l'école doctorale et les pôles vie. Ici, les étudiants entrepreneurs sont très actifs dans la réalisation et l'exécution des projets et programmes structurants. En immersion à l'intérieur du pays, le ministre de l'économie et des finances visite les chantiers de l'hôtel des finances de Farana en compagnie du Premier ministre. Il a saisi l'occasion pour faire l'état des lieux pour la relance des travaux. Mamadi Gassama. Lancé depuis 2013, l'hôtel des finances de Farana accuse également un retard dans sa mise en œuvre. À l'occasion de l'immersion gouvernementale, le ministre de l'économie et des finances, en compagnie du Premier ministre chef du gouvernement, visite le chantier, ce dans une dynamique de relance à l'effet de finaliser les travaux pour le plus grand bonheur des services financiers déconcentrés. Ça fait 11 ans que nous sommes malheureusement dans ce chantier. Nous sommes dans la dynamique de la relance pour pouvoir finaliser dans 2 ou 3 mois, afin que l'administration déconcentrée financière puisse se retrouver sur le même périmètre d'activité. Le même périmètre d'activité qu'on appellerait une mutualisation. Et c'est ça la volonté des autorités, c'est ça la volonté du président et c'est la volonté également du Premier ministre et l'ensemble des gouvernements qui doivent travailler en symbiose pour des économies d'échelle. L'édifice, une fois achevé, permettra aux pôles financiers de la région de travailler en harmonie avec pour objectif d'offrir un service public de qualité aux contribuables. Le trésorier régional travaillera aux côtés du contrôleur financier, qui travaillera aussi aux côtés de la personne responsable de passation des marchés publics, qui travaillera aussi aux côtés des autres structures financières et économiques de la région. La démarche s'inscrit dans le cadre de la mise en place d'un écosystème d'infrastructures en faveur des administrations déconcentrées. À présent, ce communiqué de l'autorité de régulation des postes et télécommunications, communiqué dans le cadre de ses missions de régulation et de contrôle, l'autorité de régulation des postes et télécommunications, ARPT, constate une augmentation préoccupante de l'importation, de l'installation et de l'utilisation non autorisée des systèmes de radiocommunication en République de Guinée. La RPT rappelle que l'importation, l'installation et l'utilisation d'équipements radioélectriques tels que les
capteurs de signaux, les émetteurs et autres dispositifs similaires sont réglementés en République de Guinée. En effet, le mauvais usage de ces équipements peut engendrer de graves interférences compromettant ainsi la qualité des services de télécommunication et perturbant les utilisateurs. De plus, l'utilisation des fréquences et des systèmes de communication radio, notamment talkie-walkie, radiodiffusion FM, TV, etc., est soumise à une autorisation préalable délivrée par l'ARPT conformément aux dispositions de l'article 89 de la loi L 2015-18 relative aux télécommunications et aux technologies de l'information en République de Guinée. L'ARPT invite toutes les personnes et organisations concernées à se rapprocher de ces services afin de régulariser leur situation. Des missions de contrôle sont déployées en continu sur le terrain et tout constat d'irrégularité fera l'objet de sanctions conformément aux articles 138, 140, 143, 144 et 145 de la loi L 2015-18 relative aux télécommunications TIC en République de Guinée. Pour toute information complémentaire, veuillez contacter l'ARPT au 13 13 ou 669 22 10 00, signé la Direction générale de l'ARPT. La ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables visite le centre agro-pastoral Saint-Ursule de Seredo. Il s'agit pour Charlotte Daffé de s'imprégner du fonctionnement de ce centre créé par 4 cœurs pour accompagner les paysans et soutenir les filles en situation difficile. Le point avec Moussa Komara. Ils sont passionnés de la mécanique, mais ils évoluent dans l'informel. Ces jeunes, tous de la préfecture de Beila, l'épicentre du grand projet minier Simandou, espèrent être des ouvriers qualifiés. C'est dans cette optique que l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel lance cette formation afin d'améliorer leurs connaissances sur la maintenance des véhicules automobiles. En réalité, ils sont dans l'informel. Et tant qu'ils sont dans l'informel, leur employabilité n'est pas assurée. Et pour ça, on leur donne une formation, on les perfectionne dans ce qu'ils savent faire déjà, on leur apporte de nouveaux outils et avec ça, ils obtiennent une attestation. Ils sont une cinquantaine et tous ont des notions de base. Mais beaucoup ne maîtrisent pas encore le dépannage avancé sur les moteurs à combustion interne. Beaucoup n'ont pas la notion de dépannage avancé sur le moteur à combustion interne. Et je me baserai aussi sur le parallélisme et santé et sécurité liées au travail mécanique. Cette formation soutenue par le ministère de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi se veut 100% pratique. L'occasion pour les bénéficiaires de découvrir toutes les facettes du métier de mécanicien. Ils auront 10 jours de travail intense pour obtenir un titre professionnel. Quand nous regardons le projet Simandou, donc un projet aujourd'hui qui est méga, vu toutes ces importances, nous avons tous besoin de se former pour être opérationnels sur le terrain. Après la formation, les plus assidus auront des attestations pour faciliter leur employabilité dans les entreprises. Vous l'avez compris, c'était le reportage de Moussa Komara sur la formation d'une cinquantaine de jeunes dans le cadre du programme Simandou 2040 à Beila. Le centre Sogué des aveugles et malvoyants et l'école des sourds-muets sont 2 établissements spécialisés dans l'éducation et la formation des personnes atteintes de handicap. Ils viennent de bénéficier de bus scolaires. Ces engins permettront de transporter les élèves de la maison à l'école et de l'école à la maison. C'est un geste du général d'armée Mamadi Doumbouya qui en 2022 avait doté ces structures de plusieurs bus. Mohamed de Camara, Alkali, Kobele Keita. Les conditions de ramassage et de transport des élèves porteurs de handicap connaissent une amélioration à Conakry. 2 minibus de 18 places viennent renforcer le parc automobile des écoles spécialisées du centre Sogué des aveugles et malvoyants de Taouya et l'école des sourds-muets de Boulbiné. C'est un don du général président Mamadi Doumbouya qui place le social au premier plan des défis à relever dans cette transition. Un engagement humanitaire qui fait de l'inclusion sociale des personnes vulnérables une réalité. Le premier bus nous a servi, nous a rendu beaucoup de services. Et vraiment, nous sommes très contents. Mais nous ne serons pas restés comme ça, là, sans remercier
d'abord notre ministre, à travers elle, remercier son excellence le président de la République, vraiment pour l'effort qu'ils fournissent pour cette école. Un ouf de soulagement pour les parents et pour les élèves, le personnel aussi également. On avait eu un premier bus, donc, mais l'effectif à cause de ce bus-là, les sourds-muets sont venus en grand nombre. Aujourd'hui, l'école compte un effectif de 245 élèves, donc 85 filles. Un seul bus. Donc, vraiment, c'est quelque chose qui me tenait au cœur. Mais Dieu a fait qu'aujourd'hui, l'autorité vraiment s'est battue pour nous doter d'un deuxième bus. Dans la même logique de l'amélioration des conditions d'existence des personnes vulnérables, le gouvernement guinéen offre une quantité importante de produits pharmaceutiques aux personnes âgées. Le lot sera géré par l'unité de gériatrie du Centre de formation sociale appliquée Jean-Paul II. C'est réellement un grand soulagement. Parce que nous, les personnes âgées, nous sommes très fiers de président de la République. C'est lui seul qui nous a prouvé que nous méritions, il y a longtemps, ces produits-là. Monsieur le président de la République, en 2022, il a offert 2 bus. Cette année, dernièrement encore, il vient d'offrir 2 bus. Et là prouve qu'il est dans la logique de sa cohérence de ne laisser personne pour compte. Cela va permettre à ces jeunes enfants-là d'aller librement à l'école, d'être transportés, puisque c'est ça la volonté de la mobilité qui est recherchée pour cette catégorie d'enfants vulnérables. Cet autre geste hautement humanitaire vise la prise en charge sanitaire des personnes du 3e âge, sans discrimination aucune. Comme annoncé précédemment, la ministre de la Promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables visite le centre agro-pastoral Saint-Ursule de Sérédou. Il s'agissait pour Charlotte Daffé de s'imprégner du fonctionnement de ce centre créé par 4 cœurs pour accompagner les paysans et soutenir les filles en situation difficile. Le point avec Moussa Komar. C'est en 2016 que ce centre agro-pastoral de Sérédou, situé au pied du mont Ziaman, a été créé par 4 sœurs, avec pour ambition soutenir les producteurs locaux, promouvoir un développement durable et communautaire, ainsi aider les jeunes filles en situation difficile de devenir autonomes. On a vu un grand besoin au niveau de l'agriculture, où on s'est dit que les gens cultivent, mais ils n'arrivent pas à obtenir le résultat comme il faut. Comment il faut faire pour donner une valeur ajoutée à ce qu'ils cultivent. Donc une autre méthode, un système pour apprendre à améliorer la culture. Donc c'était pour aider la population, surtout ceux qui ont de la difficulté à se prendre en charge. Ce centre agro-pastoral de Sérédou accueille des jeunes filles en situation difficile envoyées par Plan International Guinée et des ONG. Plus de 200 ont déjà été formées aux techniques modernes et durables de l'agriculture et de l'élevage. Je suis venue à Kazumsi pour faire la formation parce qu'actuellement, l'agriculture, au moins ça aide les femmes. Nous les femmes, là, quand on fait l'agriculture, là, ça va nous aider. Tu ne vas pas dépendre aux hommes, pareil comme ça. Ça nous aide aussi. Dans ces centres de référence, plusieurs cultures se développent. Toutes les productions se transforment sur place et sont vendues dans cette boutique. En tant que ministre en charge de la promotion et de l'autonomisation des femmes de l'entrepreneuriat, je suis vraiment heureuse de découvrir ce centre qui doit être un exemple à dupliquer dans plusieurs régions. Aujourd'hui, elles sont installées à Sérédou, dans Massanta, mais ce serait bien qu'on ait des centres similaires dans toutes les régions du pays pour rendre plus de femmes autonomes. La durée de la formation dans ce centre est de 6 mois. Il allume la flamme de l'espoir aux jeunes filles en abandon scolaire, non scolarisées ou victimes de violences basées sur le genre et favorise leur insertion socio-professionnelle. Dans un autre registre, la coordinatrice nationale du Mousacode et son équipe poursuivent leur immersion à l'intérieur du pays. Après une sortie remarquée à Kindia, c'est au tour des préfectures de Dabola, Farana, Kissidougou et Guékédou d'accueillir la délégation. Kerfa, la presse Camara, reportage. Après une escale à Sougeta dans Kindia, la délégation du Mousacode, conduite par Hayat Diabadouya, a poursuivi sa tournée en direction de Dabola, Farana, Kissidougou et Guékédou. Dès leur arrivée dans ces préfectures, une foule impressionnante s'est massée aux abords des routes
précédé d'un cortège de motards pour réserver un accueil triomphal à la délégation. Avec la venue du général, et on a vu l'espoir aujourd'hui. Il est le porte-flambeau qui peut décoller aujourd'hui l'économie et donner la Guinée comme un exemple et le paradis où tout le monde peut prendre les visas et venir dans l'autre pays. Le bureau national nous accorde, au nom de la population de Kissidougou, nous vous souhaitons bonne arrivée et bon séjour dans notre Kissi-Kaba natal qu'on appelle Kissidougou. Nous tous, on a le même objectif. Kissidougou est pour Mamadi. Le temps viendra, on nous remettra la clé de Kissidougou au général Mamadi Doumbouya. Saisi par l'ampleur de cet accueil, le bureau national du Mozakod, par la voix de son président, n'a pas manqué d'exprimer sa gratitude et son admiration pour l'engagement des populations locales. Remercier les organisateurs qui ont réussi à mobiliser du matin jusqu'à cette heure-là. Je demande à tous ceux qui sont ici présents, si vous acceptez d'accompagner le Mozakod, vous avez accepté d'accompagner la vérité. À travers cette tournée, le message du Mozakod est clair. Soutenir et accompagner le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, ainsi que son gouvernement dans leur vision de continuité et de progrès pour le pays. À quelques semaines du Ramadan et du carême chrétien, le département de tutelle se préoccupe de la stabilité des denrées de première nécessité. Ce jeudi, Dr Djaka Sidibé a rencontré les membres de la Chambre du commerce. Ils ont discuté des mesures urgentes à prendre pour le bien-être des fidèles. Maïmouna Beladialo, explication. Le mois de Ramadan et celui chrétien, c'est dans 2 semaines. Face aux opérateurs économiques, la ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME remet la préoccupation des citoyens sur la table. Toutes les questions relatives à la stabilité des prix sur le marché ont été abordées. Cette année, le carême va se passer dans de meilleures conditions ainsi que le mois de Ramadan. Il y a eu des propositions de la part de la Chambre de commerce de l'Industrie de PME de la Guinée, mais nous sommes optimiste, comme je l'ai dit, en ce qui concerne une bonne proposition de prix pour les citoyens, pour les consommateurs de la Guinée. L'autre sujet de la rencontre, c'est l'insuffisance des magasins de stockage. Des dispositions sont envisagées par le ministère du Commerce. Nous sommes résolument engagés à accompagner l'effort du gouvernement. Comme vous le savez, ils ont eu à diminuer et continuent encore à diminuer la valeur mercurière au niveau des ports. Donc nous ferons tout pour que cela reflète au niveau des consommateurs citoyens lambda. Nous continuons la discussion pour que le citoyen lambda continue à avoir vraiment des prix abordables, comme vient de demander Madame la ministre. Les cadres du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME et les opérateurs économiques, notamment la Chambre du Commerce, sont à leur 2e rencontre pour aborder le sujet sur la stabilité des prix des denrées de première nécessité. Les rencontres vont se poursuivre pour améliorer le panier de la ménagère. Dans l'actualité encore, l'association Philo Cabral Fria vient d'apporter son soutien aux populations de la ville. Elle vient d'offrir au service des urgences de l'hôpital préfectoral un appareil de réanimation. Plus loin, l'équipe s'est rendue à la bibliothèque préfectorale où elle a effectué plusieurs dons de livres. L'objectif est clair, assister les malades et encourager la formation des jeunes. Bakary Bamba Condé. En Guinée, l'accès aux soins de santé et à l'éducation reste un défi majeur. L'association Philo Cabral Fria se mobilise pour apporter un changement significatif. En offrant des équipements sanitaires à l'hôpital local et des livres aux élèves de la préfecture de Fria, cette organisation non gouvernementale s'inscrit dans un esprit de solidarité et d'engagement envers la communauté pour leur redonner de l'espoir. C'est vraiment dans le souci d'améliorer la prise en charge des populations de Fria. Je dois aussi offrir aux écoles de Fria plus de 300 livres, cela pour garantir un accès égal à l'éducation et à la santé à tous les enfants de Fria. L'hôpital préfectoral bénéficie ainsi d'un défibrillateur. Il s'agit d'un outil vital dans la lutte contre les arrêts cardiaques. Ce défibrillateur va améliorer la qualité de prise en charge des personnes qui viennent en urgence pour améliorer leur pronostic de survie face à l'affection qui les amène au niveau de la maternité.
Plus de 300 livres, toutes sciences confondues, sont remis à la bibliothèque préfectorale. Ces documents doivent renforcer la motivation des bénéficiaires et accroître leur confiance en eux et leur désir de participer activement en classe. Ces livres-là vont nous permettre d'améliorer l'enseignement-apprentissage dans la préfecture de Fria et dans nos écoles au bénéfice de nos élèves. Par ce geste, l'association amicale Cabral Fria rappelle à chacun que la solidarité est une force collective. Je vous le disais au sommaire, ce soir nous partons à la rencontre du couple Bangoura à l'occasion de la Saint-Valentin. Ce couple partage avec nous le début de leur histoire qui aboutira au mariage grâce au père de demoiselle Yari dans les années 60. Aujourd'hui, monsieur a 89 ans et madame 79 ans. Malgré l'âge qui avance, ils se souviennent de tout dans les moindres détails. Makeme Danzo. À leur temps, les mœurs et coutumes étaient respectées. Le bon vieux temps où la famille était au centre de toutes les décisions. Dans les années 50, Yari Bangoura faisait partie des jeunes filles scolarisées de la capitale. Elle commence le primaire par l'école de ravitaillement à Boulbiné, actuelle école des sourds-muets. Après, l'école du centre, puis le lycée des jeunes filles chez Madame Sultan, où elle passera le brevet. Avec ce diplôme, la jeune Yari est orientée à l'école secondaire de la santé de Donka. À peine âgée de 18 ans, ses parents acceptent la demande d'un jeune militaire reconverti en administrateur civil, Mamadou Bangoura, qui avait fait un premier mariage en 1957 sans suite. Bref, ce n'était pas son choix. Je l'ai rencontré à Kamayen. Moi, j'étais responsable politique, membre du comité régional de la GIA de Conakry 2. Depuis 1959 jusqu'en 1973, j'avais quitté maintenant. Alors c'est là-bas que je l'ai connu. Souvent, j'allais là-bas en insection. Alors, quand je l'ai vu au bureau là-bas, j'ai demandé un des parents à elle. Alors c'est ainsi maintenant qu'il m'a mis en contact, que le gars m'a mis en contact avec elle. Alors c'est ainsi maintenant que j'ai commencé à faire des démarches et en fin de compte, il y a eu mariage. Elle était élève infirmière. La jeune Yari ne rêvait pas se marier en ce moment, car elle était comptée parmi les intellectuels du quartier. Et aller jusqu'au bout de ses études était son souhait. Mais bon, la famille est forte et la volonté du père est un ordre à respecter au pied de la lettre. Ainsi, le 19 septembre 1966, le mariage est célébré. Ils deviennent un couple responsable. J'étais petite, je ne voulais même pas me marier parce que j'étudiais avec les parents à ce moment-là. Quand on te dit c'est ça, c'est ça. Ce jeune couple intellectuel passe de bons moments ensemble. Madame Bangoura devient une sage-femme aguerrie, convoitée dans plusieurs hôpitaux, comme celui de Kindia, le centre de santé de Ratoma, mais aussi au CHU Donka. Et son époux, toujours entre deux avions en mission étatique. Elle était à l'école. Je n'étais pas souvent tranquille. J'étais en activité politique. Parce que je suis allé jusqu'à Cuba, dans le cadre de la conférence continentale. C'est membre du comité régional de la GIA de Conakry 2. Conakry 2 commençait de Tombo jusqu'à la limite Conakry 2 du Brika et jusqu'à la limite de Conakry 2 et Koya, au barrage. Elle s'est supervisée par nous. Ils ne rentrent pas. Les politiciens de Sékou Touré, de la permanence vers minuit ou bien, ça trouve déjà que nous sommes rentrés quoi. Après 59 ans de liens sacrés, aujourd'hui, le couple Bangoura est fier de l'éducation de leurs 3 enfants. Ils vivent dans leur concession entourés de leurs enfants et petits-enfants qui leur accordent un maximum de respect. Ces 2 vieux tourtereaux se battent contre le poids de l'âge. Mais la complicité entre monsieur et madame Bangoura reste intacte. Toute une école pour la nouvelle génération. Et cela fin de ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous et merci d'avoir choisi la RTG pour vous informer. Quant à moi, j'ai été très ravie de vous servir 2 jours durant. À bientôt sur la lucarne joyeuse. Guinée, notre paradis, terre de richesse, d'opportunités et d'innovation. Bonsoir.